Quand vous rentrez dans les bureaux administratifs, tous les bureaux administratifs du Sénégal, vous voyez que des meubles importés. Et sur le programme du PIC, le président de la République du Sénégal avait dit que, par exemple, il va donner octroyer aux menuisiers, par exemple, les meubles locaux. Mais jusqu'à présent, les choses ne sont pas réalisées. Nous, ce qu'on a remarqué, quand vous voyez, par exemple, nous, on nous donne des quotas, les quotas communaux ou bien des quotas régionaux. Quand je prends l'exemple de Ziguinchor, Ziguinchor, les quotas qu'ils nous donnent, c'est juste pour Ziguinchor. Et actuellement, Ziguinchor n'a pas de forêt. Maintenant, où est-ce qu'on doit aller pour approvisionner? Maintenant, nous, on en réfléchit. On dit soit on nous donne le quota national pour qu'on puisse aller là où on veut pour exploiter. Sinon, on laisse la forêt tranquille. Nous, on est prêts pour ça. On n'a qu'à nous, à une condition, ils n'ont qu'à nous financer pour qu'on puisse importer le maximum de bois pour qu'on puisse qu'ils nous commandent. On n'a pas accès au financement. Parfois, on se pose la question, est-ce qu'il y a des institutions de financement pour les artisans? Parce que bon, on n'a pas fourni beaucoup de dossiers pour qu'on puisse avoir un financement. On a même un projet sur un atelier de référence pour le stock de bois et la quincaillerie, tout ça là. Mais jusqu'à présent, on n'a rien vu jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous avions participé à partir de 2008 à un appel à candidature au niveau international et la ville de Ziguinchor a été choisie parmi d'autres villes africaines dans le cadre de la facilité africaine de l'eau pour la mise en place d'une usine de traitement des boues de vidange, mais aussi la construction d'ouvrages d'assainissement individuel dans plusieurs quartiers de la ville de Ziguinchor. Le processus a commencé en 2012. En 2013, il y a eu l'accord de don. Et en 2014, nous avons installé la cellule à Ziguinchor qui a travaillé avec l'aide du cabinet EDE qui avait été sélectionné. Et donc, c'est aujourd'hui, nous sommes au bout du processus parce que l'ensemble des appels d'offres ont été faits, mais aussi les entreprises ont été sélectionnées. Donc, les travaux vont démarrer dans les quartiers et au niveau de la station de boules vidange, au niveau des rizières de Colobane et de Comitel. Donc il était important aujourd'hui qu'on rencontre l'ensemble de la communauté bénéficiaire, que ce soit les délégués de quartier, les conseils de quartier, les populations, les conseils municipaux, mais aussi tous les acteurs de l'État, que ce soit la direction de l'environnement et des établissements classés, l'ONAS, mais aussi la direction de l'assainissement. Tout le monde était là, bien entendu encadré en tout cas par notre maître d'œuvre, qui est le cabinet EDE, et qui nous accompagne dans ce projet. Pas les autres de Casa, c'est eux qui vont jouer le match contre TUI, mais nous on a pris notre décision. Et puis on a réunion mercredi aussi, on va faire une grande mobilisation pour écouter les gens. Le jour où ils vont dire le match là, on va rejeter ça et amener ça à l'issue. Le match là nous aura fini. Ce qui est sûr, on a 3 points sur Guédiawaye. Mais ce que l'opinion publique doit savoir, c'est que cette affaire-là ne date pas d'hier. C'était depuis le 8 décembre. Le premier coup de fil de Amsatou, c'était le 8. Dans un premier temps, c'était de voir comment faire pour décaler l'heure du match à 18 h. On a dit que ce n'est pas possible parce qu'il a évoqué que l'avion qui doit amener Guédiawaye sur Ziguinchor peut avoir du retard. Ce qui n'est pas notre problème, nous. Donc aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que la Ligue, pour quelque chose qui se trame depuis le 8, qu'il en fait son problème hier au point de nous dire qu'il y a un cas de force majeure. Le problème de transport ne peut pas être un cas de force majeure pour nous. Non, je regrette. C'est ça, je voulais le préciser pour qu'ils le comprennent. Comme Siaka l'a dit, je le réitère, ce match, il est derrière nous. Le Casa ne rejouera plus ce match-là. Qu'ils le comprennent ainsi. Les militaires syriens et russes préparent l'évacuation vers Idlib des derniers rebelles d'Alep, retranchés dans l'est de la ville, ainsi que de leurs familles. Un accord pour évacuer les combattants rebelles d'Alep a été conclu. Un cessez-le-feu sera actuellement respecté selon des témoins. Des blessés et des civils doivent également être évacués de la dernière poche de l'opposition. L'évacuation des rebelles se fera à bord de 20 bus et de 10 ambulances qui emprunteront un corridor spécial en direction d'Idlib dans le nord-ouest de la Syrie, a indiqué l'armée russe. La Russie va utiliser des drones pour surveiller l'opération.
Mercredi, un accord conclu la veille prévoyant l'évacuation des blessés et des civils puis des insurgés avait échoué. Les bombardements avaient repris, faisant s'effondrer l'espoir d'un arrêt rapide des combats. Président Buhari, le président Jammeh a-t-il été réceptif? Oh oui, très. Malgré l'apparente satisfaction du président nigérian Muhammadu Buhari, la solution est encore loin d'avoir été trouvée en Gambie. En mission dans la capitale Banjul, la délégation de la CEDEAO composée de plusieurs chefs d'État africains n'est pas parvenue à ses fins, à savoir convaincre Yahya Jammeh de céder pacifiquement le pouvoir. Une entrevue d'1 heure avec le président sortant, qui n'est qu'un début pour la présidente libérienne. Nous ne sommes pas venus pour un accord. Nous venons aider les Gambiens à organiser la transition. Ce n'est pas quelque chose qui peut aboutir en un seul jour. Il faut y travailler. La délégation ouest-africaine a ensuite rencontré Adama Barrow, le vainqueur de l'élection présidentielle, qui demande toujours à son rival d'accepter le résultat du scrutin. La présence de plusieurs chefs d'État africains sur le sol gambien n'a en tout cas pas dissuadé le président sortant Yahya Jammeh de déposer un recours devant la Cour suprême. Lui, qui avait pourtant reconnu sa défaite dans un premier temps. Pour l'opposition, Yahya Jammeh cherche simplement à gagner du temps, car la plus haute institution n'est pas opérationnelle, tous les juges n'ayant pas encore été nommés. Ce recours pourrait bien prendre plusieurs semaines. En cas de refus prolongé de Yahya Jammeh de quitter le pouvoir, la CEDEAO a prévenu, toutes les options, y compris militaires, sont sur la table. Nous sommes à 1 heure de route du Burundi. Va par là. Tous les jours, plusieurs centaines de personnes rejoignent le camp de Nduta dans ces bus. Ils ont franchi la frontière la veille, après 12 heures de marche. Avec eux, quelques effets personnels. À l'extérieur, les familles attendent leurs proches. Je vois il y a beaucoup de personnes. Je pense que si je vois les personnes qui étaient ici, je pense que dans le Burundi, il n'y a aucune personne. Parce que je pense que la moitié du pays était ici. Pour Médecins sans frontières, c'est l'une des plus grandes crises de réfugiés en Afrique. C'est une situation qui est complètement oubliée, qui n'est pas du tout couverte par les médias, qui n'est pas du tout couverte par les financements internationaux. On est vraiment une poignée d'acteurs internationaux avec le gouvernement tanzanien à essayer de supporter les réfugiés burundais. Mais c'est une crise, personne n'en parle jamais et personne n'y prête aucun intérêt. Au Burundi, aucun dialogue politique en vue et les Burundais continuent à quitter en masse le pays. Le camp de Nduta est le 3e camp à accueillir des réfugiés burundais depuis le début de la crise. Avec 10 000 nouvelles arrivées par mois en Tanzanie, les organisations non gouvernementales craignent de très rapidement manquer de financement.